Bonjour à tous. Pour la dernière séance de cette session, nous allons évoquer un aspect majeur du traitement du signal, la théorie de l'information. Considérons donc un système de communication. Ce système cherche à faire transiter une information entre une source et un utilisateur par le biais d'un canal de transmission. Donc la source peut être de nature très variée et consister en une suite de variables discrètes, comme une séquence de symboles binaires, une voix, ou alors une suite de variables continues, comme un signal électromagnétique. En fait, avec l'avènement du numérique, même des signaux en temps continu vont finir par être binarisés avant d'être transmis ou enregistrés. Donc pour pouvoir transmettre le signal de la source, il est indispensable d'encoder l'information que contient le signal sous une forme qui soit exploitable par l'utilisateur. Donc pour un signal analogique, cela implique en particulier d'échantillonner et de quantifier le signal, c'est-à-dire de remplacer les valeurs échantillonnées du signal par des valeurs qui vont être piochées dans un ensemble fini discret. Il est également important que la représentation choisie soit compatible avec le canal de transmission et surtout soit la plus concise possible sans pour autant altérer l'information transmise par la source. Donc à partir du codage compressé, on pourra ensuite reconstruire sans perte le signal original. La théorie de l'information, développée notamment par le célèbre mathématicien Claude Shannon, donc né en 1916 et mort en 2001, permet de fournir un cadre théorique à la notion d'information. La plupart des outils utilisés actuellement en traitement du signal s'appuient sur cette théorie dans des domaines aussi variés que la compression d'images, de signaux audio ou même la création d'archives zip à partir de données binaires. Donc ce chapitre va constituer une première introduction aux principaux aspects de cette théorie. Donc commençons d'abord par essayer de définir la notion d'information, d'abord intuitivement puis avec des bases mathématiques plus solides. Donc toute la théorie de l'information est basée sur un principe, ce sont a priori les événements les plus rares qui apportent le plus d'informations. Prenons ainsi l'exemple d'une image. Une image en niveau de gris, finalement, ce n'est rien d'autre qu'un tableau de pixels qui prennent des valeurs numériques entre 0 et 255, et ces valeurs numériques codant pour l'intensité observée au niveau du pixel sur l'image. Donc le noir sera en général codé par la valeur 0, la couleur blanche par 255. A priori, tous les pixels n'apportent pas la même information, bien au contraire. Ainsi, en ne gardant que les pixels qui correspondent au contour de l'image, on constate qu'on arrive assez bien à comprendre à quoi correspond l'image, et ce, même si les pixels des contours ne représentent qu'une infime partie des pixels. On voit ici le résultat sur l'image centrale du transparent, et effectivement, on arrive à peu près à identifier la scène que représente l'image, alors qu'on a en fait gardé environ 15% des pixels ici. À titre de comparaison, l'image complètement à droite sur le transparent contient exactement le même nombre de pixels non nuls que l'image des contours, mais cette fois-ci, les pixels ont été sélectionnés aléatoirement. Donc il est assez clair que l'image de droite n'apporte pas autant d'informations, quand bien même elle contient le même nombre de pixels non nuls. Donc on le voit, les pixels qui appartiennent au contour et donc aux singularités plutôt rares de l'image apportent beaucoup plus d'informations que les autres. Donc pour pouvoir formaliser l'intuition précédente de manière rigoureuse d'un point de vue mathématique, il est nécessaire d'introduire un cadre solide pour définir la nature du signal que nous étudions. Dans tout ce qui suit, nous allons donc représenter un signal comme une séquence de symboles qui prennent leur valeur dans un ensemble fini et discret. Donc dans ce contexte, la source de signal, c'est-à-dire la quantité physique qui va générer la source, va généralement être modélisée par une variable stationnaire aléatoire grand X à valeur dans un espace fini discret x1, x2 jusqu'à x grand K qui contient un grand K symbole dont on suppose connu la loi de probabilité. Donc on va connaître pour chaque K la valeur Pk qui correspond à la probabilité que la source grand X émette un signal à la valeur xk. J'insiste bien sur le fait que la source est supposée stationnaire, c'est-à-dire que la loi de probabilité ne va jamais varier au cours du temps. Comme énoncé précédemment, la théorie de l'information de Shannon propose de quantifier la quantité d'informations portée par une réalisation de la variable aléatoire grand X à partir de sa loi de probabilité, et ce en considérant qu'une réalisation de X porte d'autant plus d'informations qu'elle est peu probable. Donc voyons si cela peut nous permettre d'établir une expression mathématique concernant la quantité d'informations. Pour cela, on va se baser sur deux observations. La première, c'est que la survenue d'un événement apporte d'autant plus d'informations que l'événement se produit avec une faible probabilité.
D'une perspective mathématique, on en déduit la règle suivante. La quantité d'informations h de xk apportée par l'événement grand X est égale à petit xk est nécessairement une fonction décroissante de la probabilité pk de survenue de cet événement. Seconde observation, l'information apportée par deux événements indépendants doit être la somme des informations apportées par chacun des événements. En termes mathématiques, si x et y sont deux variables aléatoires discrètes indépendantes, le gain d'information h de xy apporté par l'observation conjointe de x et de y doit être h de xy est égal à h de x plus h de y. Par ailleurs, du fait de l'indépendance de x et y, la probabilité jointe des variables aléatoires x et y, donc p de xy, est nécessairement le produit des probabilités d'occurrence de x et de y. Donc on a p de xy est égal à p de x fois p de y. Donc on peut déduire de ces deux observations que la fonction qui décrit la notion d'information apportée par une réalisation de la source doit être une fonction décroissante de la probabilité de survenue de cette réalisation d'une part, et qu'elle transforme un produit en somme d'autre part. On peut donc montrer que l'information ne peut se représenter que sous la forme suivante, donc h de x est égal à moins log a de p de x, donc sous la forme d'une fonction logarithmique. Donc dans cette expression, log a désigne la fonction logarithmique de base a avec a positif. Le choix de la base a peut être entièrement arbitraire. En pratique, étant donné que la majorité des données numériques sont encodées avec des 0 et des 1, c'est-à-dire sous une forme binaire, il va être intéressant de choisir a est égal à 2. Donc maintenant que nous disposons d'une expression pour la quantité d'informations apportée par la réalisation d'une source, il est intéressant de chercher à calculer la quantité moyenne d'informations apportées par cette source. Donc pour ce faire, je vous propose de considérer une source stationnaire, c'est-à-dire une source dont la loi de probabilité ne varie pas dans le temps, et qui émet de façon séquentielle la valeur d'une variable aléatoire grand X de loi de probabilité P de grand X. Dans ce cas, la quantité moyenne d'informations, qu'on va noter H avec une notation un peu calligraphiée, donc H de X, émise par la source, et par définition de l'espérance, donc ça va être l'espérance de h de x, et on va simplement multiplier en fait la probabilité d'occurrence de l'événement i grand X est égal à petit xk par la fonction d'information évaluée en xk, c'est-à-dire log a de p de x est égal à petit xk. Donc cette quantité fondamentale, elle va être en fait appelée entropie de la variable aléatoire grand X. Et on peut l'interpréter de la manière suivante, l'entropie va en fait mesurer notre degré d'ignorance sur la source du signal. Donc l'entropie d'une source ici est définie comme la quantité moyenne d'informations émises par cette source. Donc c'est une quantité qui est très proche de l'entropie physique, d'où le nom, telle que définie en physique statistique ou en thermodynamique. Donc en physique statistique, rappelons que l'entropie est une mesure à l'échelle macroscopique du nombre de configurations microscopiques qui conduisent aux mêmes propriétés thermodynamiques comme la température ou la pression, donc des propriétés qui sont mesurées à l'échelle macroscopique. On peut donc quelque part interpréter l'entropie physique comme notre degré d'ignorance du système physique. Plus l'entropie d'un système est élevée, moins on est capable de caractériser sa configuration microscopique à partir d'une description thermodynamique, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique du système. Donc cette interprétation se transporte presque à l'identique au cas de l'entropie de la théorie de l'information. Dans ce cas, l'entropie d'un système caractérise en fait notre inhabilité à prédire la sortie de la source. Donc, illustrons ça dans deux situations bien précises. Prenons une première situation où on a une source qui est entièrement déterministe. À chaque instant, on sait avec certitude que la source va émettre un signal, donc une réalisation xk, petit xk. Donc dans la formule de l'entropie, on va avoir P de grand X est égal à xk est égal à 1, et P de x est égal à xi nul si i est différent de k. Donc par conséquent, on voit à partir de la formule que l'entropie va être tout simplement nulle. Soit le terme P de grand X est égal à xk va être égal à 0 parce que la réalisation n'est jamais émise par la source, soit au contraire, on est dans le cas de certitude, et dans ce cas-là, c'est le terme logarithmique qui va être égal à 0. Donc inversement, on va considérer un cas totalement différent,
On peut se demander quel est le cas où il est le plus difficile de prévoir quelle va être la réalisation xk de la source. En fait, c'est assez simple, ce cas, c'est celui où toutes les réalisations de la source sont équiprobables. Dans ce cas, il n'y a absolument aucun argument en faveur de l'une ou l'autre réalisation et notre connaissance du système est donc minimale. On peut par ailleurs montrer, en formulant la question sous la forme d'un problème de maximisation sous contrainte, que l'entropie d'information est maximale, en effet, lorsque les réalisations possibles de la source considérée sont équiprobables. Il existe un lien fondamental entre l'entropie d'une source et la manière optimale d'encoder le signal émis par cette source. Supposons ainsi que nous cherchions à coder en binaire, c'est-à-dire en utilisant que des 0 et des 1, la valeur de la variable aléatoire grand X retournée par la source. On va chercher en pratique à associer à chaque réalisation de la source un code constitué de 0 et de 1. Un encodage optimal est un encodage des réalisations de la source qui va être le plus concis possible. Donc de manière assez évidente, plus on connaît finement une source, donc plus on a été capable de la caractériser, plus il va être possible d'optimiser son codage en termes de concision. On peut donc soupçonner qu'il existe un lien fort entre codage optimal et entropie de l'information. Avant de préciser ce lien, je voudrais simplement rapidement introduire de manière propre la notion de codage binaire. Donc, dans tout ce qui suit, on va noter 0,1 étoile l'ensemble des séquences finies d'éléments de l'ensemble 0,1, donc typiquement toutes les séquences possibles de 0 et de 1. Un code sur l'ensemble de symboles discrets ou alphabet grand S généré par la source est en fait une application qui va partir de cet alphabet et qui va être à valeur dans l'ensemble des séquences binaires possibles et qui associe à tout élément SK généré par la source une séquence finie constituée de 0 et de 1. On va appeler mot de code tout élément de l'image de S par psi, donc en fait les briques élémentaires du code qui vont permettre de représenter une réalisation de la source. Donc pour construire un code binaire, une première possibilité est d'associer à chacun des symboles possibles xk de l'alphabet un mot de taille fixe lk est égal à log2 de k. Donc en prenant cette taille, on est sûr on garantit en fait que tous les symboles pourront être représentés par le codage. Donc supposons ainsi que notre variable aléatoire corresponde à une lettre dans l'ensemble A, B, C, D. Donc de taille 4 est égal à 2 puissance 2. Alors, on peut adopter le codage binaire suivant sur 2 bits qui va consister à représenter A par 0, 0, B par 0, 1, C par 1, 0 et D par 1, 1. Donc ici, on voit que le code retourné pour chaque symbole va invariablement être de taille 2 bits dans l'exemple. Alors, cette manière de coder l'information, elle a un intérêt, c'est qu'elle est très simple. Quand on va vouloir décoder le signal, il suffira de regarder d'extraire 2 bits et de regarder à quel symbole ça correspond. Par contre, c'est une manière de coder le signal qui n'est absolument pas optimale. En effet, on voit que si la lettre D, par exemple, n'apparaît quasiment jamais dans le codage binaire, et si la lettre A apparaît beaucoup plus fréquemment, il pourrait être intéressant de coder la lettre A avec un mot de petite taille et de garder des mots de plus grande taille pour D. Donc une manière plus élaborée et également beaucoup plus efficace de coder la variable aléatoire grand X est d'utiliser des mots de longueur variable. Donc l'intérêt de cette approche est qu'on peut espérer réduire la quantité de bits nécessaires pour représenter la variable aléatoire grand X et donc in fine compresser le signal sans altérer sa qualité et limiter ainsi le nombre de bits à transmettre. Le nombre de bits moyen pour coder chaque symbole va être donné par la formule présentée sur le transparent. Donc c'est la somme pour k de 1 jusqu'à grand K de LK, donc la taille du mot utilisé pour coder le symbole XK fois PK, donc la probabilité d'occurrence du symbole XK. Donc considérons par exemple l'alphabet constitué des 5 symboles XK et qui ont comme probabilité d'occurrence P1 est égal à 0,1, P2 est égal à 0,1, P3 est égal à 0,12, P4 est égal à 0,18 et P5 est égal à 0,5. Donc on suppose qu'on va coder ces symboles par les mots donc W1, W2, W3, W4 et W5 tels qu'indiqués sur le transparent. Donc là, pour une petite remarque, vous voyez que en fait, on a affecté les mots les plus courts aux symboles qui reviennent le plus souvent.
Donc ici, on peut calculer le nombre de bits moyens nécessaires pour coder un symbole, et on voit que ce nombre de bits va être égal à 2,2. Donc simplement en appliquant la formule du transparent. Donc par contraste, en utilisant un code de longueur fixe, on aurait nécessairement dû utiliser un mot de longueur 3 pour chaque symbole, et donc on voit qu'on aurait récupéré un nombre de bits moyens égal à 3, donc significativement plus élevé. Donc l'utilisation de code de longueur fixe, on le voit, permet de significativement limiter la quantité moyenne de bits à transmettre pour un signal donné. Donc dans l'exemple proposé, la quantité de bits à transmettre est réduite de plus de 30%. On peut noter cependant que dans ce contexte, la compression se fait toujours sans perte d'information. Donc on a vraiment un moyen assez simple de compresser nos signaux sans perdre aucunement en qualité sur la reconstruction du signal. Donc l'utilisation de mots de longueur variable pose cependant un problème majeur en pratique. Elle peut en effet résulter en un code ambigu. Supposons en effet que notre variable aléatoire corresponde à une lettre dans l'ensemble A, B, C, D et qu'elle soit codée en utilisant le codage binaire suivant. Donc on va coder A avec 0, B avec 1, C avec 10 et D avec 11. Donc on a pris des mots différents pour coder chacun des symboles, mais quand on va concaténer ces mots entre eux, on va voir que le codage obtenu va être très ambigu. Si on code par exemple, si on observe par exemple la séquence 0, 1, 1, 0, on voit que cette séquence va alternativement pouvoir correspondre à A, B, B, A, A, D, A ou encore à A, B, C. Donc on le voit, quand on utilise des codes de longueur variable, on est très vite confronté à un problème d'ambiguïté du codage. Je vais commencer ici par introduire deux définitions. La première définition est celle de code ambigu. Donc un code est dit non ambigu, ou plutôt un codage est dit non ambigu, si deux séquences de symboles distinctes sont codées par des mots distincts. Donc un code va être dit à décodage unique si le codage associé est non ambigu. Parmi les codes non ambigus, les codes dits de préfixe jouent un rôle fondamental en pratique. Donc, deuxième définition, un codage de préfixe est un type de codage pour lequel aucun mot ne peut être le préfixe d'un autre mot. C'est-à-dire aucun mot ne peut être le début d'un autre mot. On montre aisément que tout codage de préfixe est non ambigu. Donc, quand on commence à s'intéresser aux codes de préfixe, il y a un outil qui est extrêmement utile pour pouvoir les représenter et les construire. C'est ce qu'on appelle l'arbre binaire. Donc en fait, un codage de préfixe de grand K mots peut être construit en utilisant un arbre binaire qui va contenir K feuilles, chacune des feuilles allant en fait correspondre à un des mots XK dans l'espace des symboles. Donc rappelons qu'un arbre binaire est une structure de données hiérarchique, donc vous avez un exemple sur le transparent, acyclique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cycle entre les différents nœuds de l'arbre, on ne peut pas partant d'un nœud revenir à ce nœud après avoir traversé plusieurs arêtes. Et l'arbre binaire est constitué de nœuds ayant un unique parent et au plus deux descendants et possédant une unique racine. Donc la racine, c'est évidemment le premier nœud à la base de l'arbre. Les feuilles sont les nœuds de l'arbre qui n'ont pas de descendants. La profondeur d'un nœud de l'arbre est égale au nombre d'arêtes qui relient ce nœud à la racine. Donc en pratique, si vous prenez l'exemple de l'arbre complètement à gauche sur le slide, vous voyez que la profondeur du nœud le plus à gauche est de 2. Il est relié par deux arêtes à la racine de l'arbre. On dira enfin qu'un arbre binaire de profondeur P est complet si le cardinal de l'ensemble des nœuds de profondeur grand P est 2 puissance P. Plus précisément, sur le lien entre les arbres binaires et les codes préfixes, on peut dire qu'un ensemble fini de mots sur 0,1 est un code préfixe si et seulement si il est le code des feuilles d'un arbre binaire. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par construire un arbre binaire et on va associer un codage à cet arbre. Donc en fait, c'est très simple. Pour construire le codage, on part de la racine. Pour le descendant de gauche, on affecte la valeur 0. Pour le descendant de droite, on affecte la valeur 1. On répète ce processus à chaque nœud et ça nous permet d'obtenir le codage associé à l'arbre binaire. Donc c'est illustré un petit peu sur le transparent. Donc
Montrons maintenant qu'il y a un lien entre le code préfixe et l'arbre, en repartant de la proposition que je viens d'énoncer. Donc en fait, supposons qu'un mot petit m soit le préfixe d'un autre mot m' dans le code obtenu. Donc dans ce cas-là, on va trouver un mot s tel que le mot m' soit la concaténation de m et de s. Donc on va avoir m' est égal à ms. Donc qu'est-ce que ça implique du point de vue de la représentation sous la forme d'un arbre? Ça implique que m' doit être un descendant de m dans l'arbre binaire. Or, par construction, on a choisi m comme étant une feuille de l'arbre. Donc m ne va donc pas pouvoir posséder de descendant. Donc on aboutit à une contradiction, et effectivement on voit que pour un code préfixe, un code généré par un arbre binaire va forcément être un code préfixe. Donc nous en arrivons maintenant au résultat principal de cette séance. Donc le théorème d'entropie de Shannon, qui est énoncé sur le transparent, est un résultat fondamental en théorie de l'information qui fixe la taille minimale du code de préfixe qui permet de représenter une variable aléatoire grand X à valeur dans un espace discret S est égal à xk pour k variant de 1 à grand K. Donc le théorème d'entropie de Shannon, il s'annonce ainsi. Donc soit grand X, une variable aléatoire à valeur dans un espace de symboles, donc de cardinal grand K. Alors pour tout petit k entre 1 et grand K, on suppose que l'événement grand X est égal à xk, donc que la réalisation petit xk se produit avec une probabilité pk. Alors, la taille moyenne Rx du code utilisé pour un symbole en utilisant un code de préfixe va être bornée inférieurement par l'entropie. Donc en fait, l'entropie va être une borne inférieure à la taille moyenne du nombre de bits nécessaires pour transmettre le signal. Par ailleurs, il existe de plus un code de préfixe tel que Rx, donc toujours la quantité de bits moyenne minimale pour envoyer le signal, soit plus petit ou égal que l'entropie plus 1. Donc à ce stade, nous disposons avec le théorème d'entropie de Shannon d'un résultat théorique qui nous assure de l'existence d'un code de préfixe optimal. Donc ce code sera borné inférieurement par l'entropie Hx, donc la taille de ce code sera forcément plus grande que l'entropie, mais elle sera également bornée supérieurement par l'entropie plus 1. Cependant, on peut se demander légitimement s'il existe une méthode pratique qui permet de construire ce code. Donc la réponse est oui, comme nous allons le voir dans la troisième partie de cette vidéo. Donc l'algorithme de Huffman permet la construction d'un codage de préfixe optimal au sens du théorème d'entropie de Shannon. Donc considérons un alphabet composé de grands K symboles, x1, x2 jusqu'à x grand K, dont les probabilités d'occurrence P1, P2 jusqu'à Pk sont connues. On peut, quitte à réindexer les symboles, supposer que P1 est plus petit ou égal à P2, etc. jusqu'à Pk. Au vu de l'expression 5, il est clair qu'on obtient un code de longueur minimale en affectant les mots les plus longs aux symboles dont la probabilité d'occurrence est la plus faible. Donc l'algorithme de Huffman va en fait construire un arbre de code préfixe optimal en agglomérant progressivement les symboles de probabilité minimale en un unique symbole. Donc l'algorithme de Huffman va commencer la création de l'arbre binaire à partir des feuilles. Donc les feuilles vont correspondre aux symboles x1, x2, etc. jusqu'à x grand K. Donc à la première étape, il va agréger les deux feuilles de l'arbre de probabilité minimale x1 et x2. Donc en faisant ça, il va créer un nouveau nœud, donc, qui va être un nœud parent de x1 et x2, et il va mettre à jour l'alphabet. Donc l'alphabet, on va supprimer x1 et x2, et on va cette fois-ci créer un alphabet x12, où on a mergé x1 et x2, et ensuite on garde les nœuds x3, x4, etc. jusqu'à x grand K. Donc cette fois-ci, cet alphabet va avoir k-1 symbole, vu qu'on a fusionné deux nœuds. Donc à l'étape suivante, l'algorithme réindexe les nouveaux nœuds par probabilité d'occurrence croissante et répète l'opération d'agrégation pour les deux nœuds de plus faible probabilité. Donc l'opération d'agrégation, elle est répétée étape par étape jusqu'à ce qu'on ait agrégé tous les nœuds en un unique nœud qui va être la racine de l'arbre binaire correspondant au codage. Donc l'algorithme stoppe lorsque tous les nœuds ont été agrégés. Donc, considérons un alphabet composé de 5 symboles, x1, x2, x3, x4 et x5, dont les probabilités d'occurrence sont données sur le slide. Donc on va voir P1 est égal à 0,1, P2 est égal à 0,1, P3 est égal à 0,12, P4 à 0,18 et P5 à 0,5. Donc on va essayer de
suivre le cheminement de l'algorithme de Huffman sur cet exemple très simple. Donc l'algorithme de Huffman va commencer par agglomérer les symboles x1 et x2 en un symbole x12 de probabilité 0,2, donc P1 plus P2, pour obtenir un nouvel alphabet x12, x3, x4, x5, avec cette fois-ci les probabilités d'occurrence. P12 est égal à 0,2, P3 est égal à 0,12, P4 est égal à 0,18 et P5 est égal à 0,5. Donc au niveau de l'arbre binaire, on commence par construire un nœud parent commun à x1 et x2, et on lui affecte la probabilité P12 est égale à 0,2. À la seconde étape du processus de construction de l'arbre binaire, l'algorithme de Huffman va agglomérer les deux symboles dont les probabilités d'occurrence sont minimales, à savoir x3 et x4, en un symbole x34 de probabilité qui va être P34 est égal à 0,3, donc P3 plus P4. Donc dans les étapes suivantes, l'algorithme va regrouper les nœuds x12 et x34 en un nœud unique x1234 de probabilité 0,5 qui est finalement agrégé avec x5 à la racine de l'arbre. Donc ça nous donne l'arbre de codage suivant qui est présenté sur le slide. Et à partir de cet arbre, on peut construire un codage de préfixe. Donc partons de la racine de l'arbre et donc on construit le codage de préfixe en affectant la valeur 0 au descendant de droite et 1 au descendant de gauche. Donc on voit que le premier descendant de droite se voit affecter la valeur 0, ça correspond immédiatement à une feuille. Le descendant de gauche se voit affecter la valeur 1. Donc si on suit ensuite le descendant de gauche du premier descendant de gauche, il va se voir affecter la valeur 1, 1. Et donc ces descendants vont avoir les valeurs 1, 1, 1 et 1, 1, 0. De la même manière, si on prend le descendant de droite du descendant de gauche de la racine, on voit que ce dernier va prendre la valeur 1, 0, de sorte que ses descendants vont prendre les valeurs 1, 0, 1 et 1, 0, 0. Donc le codage préfixe qui correspond à notre problème ici, ça va être x1 est égal à 1, 1, 1, x2 est égal à 1, 1, 0, x3 est égal à 1, 0, 1, x4 est égal à 1, 0, 0 et x5 est égal à 0. Et on peut noter que le nombre de bits moyens nécessaires à la transmission du signal va être Rx est égal à 2. Si maintenant on avait considéré un signal, si on avait fait l'encodage avec un code de longueur fixe, on voit qu'on a exactement 5 symboles, donc on aurait eu besoin de 3 bits pour coder chacun des symboles, et on aurait eu un nombre moyen de bits égal à 3 exactement. Donc on a réussi à réduire d'un bon tiers le nombre de bits moyens nécessaires à la transmission du signal ici, en passant à un code à longueur variable. Donc avant de conclure sur la question des codes, j'aimerais simplement faire une petite remarque. Donc ce qu'on vient de voir là, c'est vraiment la base de la théorie. Donc le codage de Huffman, on voit qu'il permet d'encoder un signal de manière optimale. Par contre, il présente un problème assez important, c'est que le codage obtenu est très peu robuste en pratique. En fait, une erreur de transmission d'un seul bit peut significativement modifier le signal transmis. Par conséquent, on cherche souvent à faire des codes qui soient plus robustes, notamment au bruit. Et l'idée de ces codes, qu'on appelle des codes correcteurs d'erreurs, c'est d'ajouter de la redondance au codage. Donc, en rajoutant de la redondance au codage, on peut arriver à détecter les erreurs avant qu'elles se propagent dans le code et les transmettre de manière beaucoup plus sécurisée. Donc, nous n'aborderons pas ces notions dans le cadre de ce cours, mais voilà, je voulais simplement souligner l'existence de ces codes. Donc, dans la section précédente, nous avons considéré des signaux générés séquentiellement par une source définie sur un espace de symboles discrets. En pratique, cependant, les signaux sur lesquels nous travaillons sont très souvent analogiques et doivent donc être discrétisés avant de pouvoir être encodés. Donc, la discrétisation d'un signal analogique s'effectue au cours d'une opération appelée quantification du signal, que je vais très brièvement évoquer dans la dernière partie de cette vidéo. Donc un signal continu, donc à valeur dans un espace continu plutôt, peut être considéré comme une variable aléatoire grand X qui prend ses valeurs continuellement dans un intervalle AB spécifié. Donc, l'opération de quantification va consister à approcher la variable aléatoire grand X par une variable aléatoire grand X tilde à valeur dans un alphabet fini cette fois-ci. Donc c'est un petit peu ce qui est fait sur le signal qui est présenté sur le transparent. Ce signal est un signal continu
Et on voit sur le graphique de droite qu'on l'a en fait représenté en quantifiant les valeurs prises par le signal par 100 valeurs possibles. Donc on voit que ça résulte en une discrétisation en Y des valeurs de notre signal qui apparaissent sous la forme des petits créneaux qu'on peut observer sur le signal de droite. Donc lorsqu'on effectue une quantification, on peut mesurer l'erreur qu'on commet par rapport au signal original, et cette erreur, elle correspond en fait à l'espérance de la différence quadratique entre les deux signaux. Donc un quantificateur scalaire est en fait un quantificateur qui va découper l'intervalle AB où vit le signal continu en une séquence de grands K intervalles YK plus 1, où K va varier de 1 à grand K. Et on va supposer que K de 0 est égal à A et K de grand K est égal à B. Donc notre quantificateur va associer une valeur AK à la variable aléatoire grand X tilde si X appartient à YK plus 1. En d'autres termes, grand X tilde va être égal à AK si grand X appartient à YK plus 1. Donc, parmi tous les quantificateurs, il y en a qui sont particulièrement intéressants, c'est ceux dont on dit qu'ils sont à haute définition. Donc un quantificateur scalaire pour la variable aléatoire grand X va être dit à haute définition si, pour chaque intervalle YK plus 1 sur les valeurs prises par grand X, la densité de probabilité P de X de grand X peut être considérée comme constante. Dans ce cas-là, quel que soit X appartenant à YK plus 1, on va avoir P de X qui va être égal à PK sur delta K, où delta K en fait est simplement la largeur de l'intervalle considéré pour la quantification. Donc YK plus 1 moins YK. Avec l'hypothèse de haute définition, on peut montrer que l'erreur est donnée par la formule que vous voyez sur le transparent. Donc il suffit simplement de repartir de la formule de l'espérance pour une loi de densité et de remplacer la loi de densité par le P de X qu'on vient de définir. Donc à partir de cette formule, on voit qu'on obtient les valeurs optimales des AK, c'est-à-dire celles qui vont minimiser en fait l'erreur de quantification, en minimisant pour chaque petit k l'intégrale qui apparaît au membre de droite dans l'erreur de quantification. Donc on a alors le résultat qui est énoncé sur la proposition du transparent, qui nous dit que l'erreur de quantification est minimale lorsque la valeur de quantification AK est prise exactement au milieu de l'intervalle. Donc dans ce cas, l'erreur de quantification est donnée par la formule qui est indiquée à la fin de la proposition, et c'est tout simplement égal à 1/12 de la somme des PK delta K carré. Donc on va finalement conclure cet exposé avec une dernière définition, celle de quantificateur uniforme. Donc la quantification uniforme est un cas particulier important de quantification qui est très souvent adopté en pratique. Donc un quantificateur uniforme s'appuie sur un découpage en intervalles réguliers de longueur delta de l'espace de valeur du signal. Donc dans l'hypothèse d'un quantificateur uniforme de haute définition, en reprenant la formule qu'on a vue sur le slide précédent, l'erreur de quantification minimale va être égale à delta carré, donc la taille des fenêtres de quantification, divisée par 12. Donc en pratique, on peut montrer que l'entropie d'un quantificateur à haute résolution est minimale lorsque ce dernier est uniforme. J'insiste simplement sur un point, c'est que l'hypothèse de quantification à haute résolution, elle est en général assez exigeante sur le nombre de fenêtres qu'on va utiliser pour la discrétisation. Donc c'est une hypothèse qui ne tient que pour des deltas très petits. En pratique, il peut être intéressant si on a des signaux qui se décomposent, qui prennent leur valeur dans des régions très disjointes, d'utiliser des types de quantificateurs qui soient non uniformes, basés sur des méthodes de K-means que vous avez dû voir en sciences des données par exemple. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette séance. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour votre attention tout au long de ce cours. Et donc nous aurons l'occasion de reprendre certaines des notions de cette vidéo au cours du TP qui portera sur l'algorithme de Huffman.